Chaque année, plus de 500 000 km de câbles d'ascenseurs sont installés dans le monde. De quoi faire 12 fois le tour de la Terre. Mais qu'est-ce qui rend ces câbles si fiables qu'ils supportent des tonnes de poids chaque jour? Comment? À partir d'un gros fil machine en acier, naît un brin plus fin qu'un cheveu, capable d'arrêter la chute d'une cabine du 10e étage. Et surtout, que se passerait-il si tous les câbles venaient à rompre subitement? À la fin de cette vidéo, vous découvrirez quelque chose qui vous fera cesser de craindre les ascenseurs pour toujours. La fabrication des câbles d'acier pour ascenseurs est un processus technologique complexe, en plusieurs étapes, et rigoureusement réglementé par les normes européennes, pour garantir une fiabilité et une sécurité maximale. Tout commence avec la matière première, le fil machine en acier, qui est un fil épais, généralement de quelques millimètres de diamètre, livré en grandes bobines. Cette ébauche subit une première étape de transformation cruciale, le tréfilage. Le principe consiste à étirer successivement le métal à travers une série d'orifices de plus en plus petits. Ces orifices, appelés filières, sont fabriqués dans des matériaux ultra durs, comme des alliages spéciaux ou des diamants industriels, pour résister à des contraintes importantes. Avant le tréfilage, le fil machine est soigneusement débarrassé de la calamine en surface et enduit de lubrifiant pour réduire le frottement. À chaque cycle de tréfilage, le fil devient plus fin et plus long, et sa structure cristalline interne se modifie. Elle s'étire et s'aligne le long de l'axe, ce qui entraîne une augmentation significative de la résistance à la rupture. Le nombre de cycles de tréfilage peut atteindre 17 pour obtenir un fil d'un diamètre précisément défini, qui se mesure parfois en centièmes de millimètre. Pour les câbles destinés à être utilisés dans des conditions d'humidité élevée, un revêtement de zinc supplémentaire peut être appliqué pour protéger l'acier de la corrosion. Le fil à haute résistance ainsi obtenu est la matière première pour l'étape suivante, le toronnage, qui forme les torons, les principaux éléments de force du futur câble. Cette opération est réalisée sur des machines à toronner spéciales qui tordent avec une grande précision un certain nombre de fils, le plus souvent de 7 à 19, autour d'un fil central. Il existe différentes constructions de torons, définies par le type de contact entre les fils, par exemple ponctuel ou linéaire, ainsi que par le nombre de couches de toronnage. La construction du toron influence directement les caractéristiques d'exploitation du câble, telles que sa flexibilité, sa résistance à l'usure et sa résistance à la fatigue du métal. Une fois les torons prêts, ils deviennent les composants de l'étape finale du câblage, la formation du câble. Lors de cette opération, les torons sont enroulés autour d'un élément central, appelé lame. Lame remplit plusieurs fonctions importantes. Elle comble l'espace entre les torons, empêchant leur déplacement radial et leur déformation sous charge, et sert également de réservoir interne pour le lubrifiant. Lame peut être organique, faite de fibres de sisal ou de chanvre, qui absorbent et retiennent bien le lubrifiant, assurant une lubrification durable de la structure interne du câble. On utilise aussi des ames synthétiques, par exemple en polypropylène, qui sont résistantes à l'humidité et aux environnements agressifs. Pour les câbles travaillant sous des charges particulièrement élevées, on utilise une âme métallique, qui est en réalité un câble d'acier de plus petit diamètre, ce qui confère au produit une résistance et une stabilité à l'écrasement supplémentaire. Une fois le câblage terminé, le câble subit une finition finale. Il est imprégné d'un lubrifiant spécial pour câble. Ce lubrifiant protège de la corrosion et, ce qui n'est pas moins important, réduit le frottement entre les fils individuels et les torons lorsque le câble travaille en flexion, prévenant ainsi leur usure abrasive et les ruptures internes.
L'étape finale, et la plus cruciale, est un contrôle qualité complet. Chaque lot de production est soumis à des tests rigoureux. Des micromètres laser vérifient avec une grande précision la conformité du diamètre du câble aux paramètres déclarés. Des échantillons de câbles sont testés sur des machines de rupture pour confirmer leur résistance réelle. De plus, on applique des méthodes de contrôle non destructifs, notamment le contrôle magnétoscopique, qui permet de détecter des défauts internes cachés, comme des ruptures de fils. Ce n'est qu'après avoir passé avec succès toutes ces vérifications que le câble reçoit un certificat de qualité, confirmant sa conformité aux normes et son aptitude à l'exploitation. Ainsi, la création d'un câble d'ascenseur en acier est un cycle de production séquentiel et contrôlé, où chaque étape vise à atteindre des performances élevées de résistance et de durabilité. En Europe, plus de 6 millions d'ascenseurs sont en service. Chaque année, plusieurs centaines de milliers de kilomètres de câbles d'ascenseurs y sont installés et remplacés, assurant le fonctionnement ininterrompu et sûr du transport vertical pour des millions de personnes. En Espagne, on dénombre plus d'1,1 million ascenseurs en service, ce qui en fait le pays avec la plus grande densité d'ascenseurs par habitant au monde. Et maintenant, nous sommes prêts à dissiper l'une de vos plus grandes peurs. Peut-être que certains cesseront de craindre les ascenseurs après cela. La scène où les câbles d'un ascenseur se rompent et où la cabine plonge dans le vide est l'un des mythes les plus populaires, mais aussi les plus irréalistes, créés par Hollywood. La cabine d'ascenseur n'est pas suspendue à un seul câble, mais à tout un système, généralement de 4 à 8 et même plus dans les gratte-ciel. Chaque câble est conçu pour supporter à lui seul le poids d'une cabine entièrement chargée. Ensemble, ils offrent une marge de sécurité colossale, 12 fois supérieure à la charge maximale. Cela signifie que si la cabine pesait 1 tonne, la résistance combinée des câbles serait calculée pour 12 tonnes. Pour que tous les câbles se rompent simultanément, il faudrait un événement absolument invraisemblable, comme une explosion dans la gaine qui les sectionnerait tous en même temps. De même, à cause de l'usure, ils ne cèdent jamais tous en même temps. Les câbles s'usent progressivement, et tout signe d'usure, comme la rupture de fils individuels ou une réduction du diamètre, est détecté lors des inspections techniques régulières, bien avant que la situation ne devienne le moins du monde dangereuse. C'est la partie la plus importante, que peu de gens connaissent. Imaginons l'impossible. Tous les câbles ont miraculeusement disparu. L'ascenseur ne tombera toujours pas. Dès 1852, l'ingénieur Elisha Otis a inventé un système de sécurité qui est à la base de tous les ascenseurs modernes. Il fonctionne indépendamment des câbles de suspension. En haut de la gaine se trouve un dispositif spécial avec son propre câble auxiliaire, relié à la cabine. Ce dispositif mesure en permanence la vitesse de l'ascenseur. Si la cabine commence à descendre plus vite que la normale, par exemple en dépassant la vitesse de 15%, la force centrifuge dans ce limiteur de vitesse force ses griffes à s'écarter et à bloquer ce câble auxiliaire. Le câble auxiliaire, qui vient de s'arrêter, active instantanément, via un système de levier, les freins principaux, situés sur la cabine elle-même. Ce sont 2 puissants parachutes en forme de coin. Ces pièces s'enfoncent avec une force énorme dans les rails de guidage métallique sur lesquels se déplace l'ascenseur. La force de friction est si grande que la cabine s'arrête très brusquement, mais de manière sûre, en l'espace de quelques mètres. En somme, c'est un peu comme si votre voiture, en cas de défaillance de toutes ses roues, déployait automatiquement 2 énormes ancres qui se planteraient dans la route pour l'arrêter. D'ailleurs, pourquoi personne n'a encore vraiment inventé un tel système pour les voitures? L'asphalte nous a rendus paresseux.
La prochaine fois, vous voulez une vidéo sur la fabrication des voitures ou sur la pose de l'asphalte? Chaque année, plus de 25 millions de tonnes de cuivre sont produites dans le monde. Mais seule une infime partie de ce métal passe par la sélection la plus rigoureuse pour créer les câbles du métro de Dubaï, là où le sable fond et où la technologie n'a pas droit à l'erreur. Ici, sous le désert, le cuivre parcourt un chemin qui va du feu incandescent aux brins ultra fins, qui soutiennent un empire de l'électricité. Comment le cuivre se transforme-t-il exactement en air d'une mégapole? Et que cache la phase finale de production, dont même les ingénieurs ne parlent pas? Regardez jusqu'à la fin, et vous découvrirez un secret que l'on ne révèle même pas dans les usines. Le cuivre n'est pas un simple métal, c'est un véritable super-héros parmi les conducteurs. Il conduit très bien l'électricité, il est flexible et durable. C'est pourquoi il a été choisi pour créer des câbles qui doivent résister non seulement à la charge quotidienne, mais aussi aux conditions sévères du climat désertique et du monde souterrain du métro. Ces dernières années, la consommation de cuivre pour les réseaux électriques du métro de Dubaï a augmenté en moyenne de 10% par an. L'année dernière, selon les données officielles des grands fabricants, environ 3500 tonnes de brins de cuivre ont été produites sous forme de câbles finis pour répondre aux besoins du système de transport de Dubaï. D'abord, les lingots de cuivre, préalablement coulés sous forme de grands blocs rectangulaires, sont stockés dans des zones spéciales près des fours de fusion. Là, leur qualité est vérifiée, ils sont marqués et préparés pour le chargement. ECO. Pour déplacer ces lourds lingots, on utilise de puissants chariots élévateurs, de grandes grues ou des systèmes de convoyage spéciaux. Par exemple, un chariot élévateur s'approche du lingot, le soulève sur ses fourches et le transporte avec précaution jusqu'à la zone de fusion. Les fours eux-mêmes, chauffés à de très hautes températures, ont des trappes ou des mécanismes de chargement qui s'ouvrent pour recevoir le matériau. Pendant le chargement, on utilise souvent des systèmes de grues avec des crochets ou des pinces magnétiques qui maintiennent les lingots et les descendent délicatement dans le four. Grâce à des systèmes automatisés, l'opérateur contrôle le processus à l'aide de moniteurs et de joysticks, coordonnant les mouvements des engins sans contact physique direct avec le métal. Cela garantit une sécurité maximale pour le personnel. Tous les travaux sont soumis à un régime technologique strict pour maintenir le bon ordre de chargement afin d'assurer une fusion uniforme du cuivre. Après le chargement, les trappes sont fermées hermétiquement et la fusion commence. Tout le processus est organisé de manière à minimiser les pertes de métal et à assurer le fonctionnement continu de l'usine. La température dans ces fours atteint plusieurs centaines de degrés Celsius, rappelant une véritable coulée volcanique qui émet une lumière vive et une chaleur incroyable. Le cuivre fond lentement, se transformant en un liquide dense et brillant qui s'écoule comme une rivière dans des canaux métalliques. Ce métal en fusion est le début d'une nouvelle forme de vie pour le cuivre, car il deviendra bientôt non plus une simple ébauche métallique, mais une véritable artère pour l'électricité. Le flux de cuivre liquide est dirigé vers des moules spéciaux, où il se solidifie et refroidit rapidement, formant de longues tiges ou barres, les futures âmes des câbles. Ces barres ont une épaisseur considérable, bien plus grande que celle d'un crayon ordinaire. Mais pour que le cuivre puisse conduire l'électricité dans de fins câbles, il faut le rendre ultra fin et extrêmement résistant. C'est précisément à cela que servent des machines spéciales, les tréfileuses. Leurs puissantes pinces de traction
saisissent fermement la barre de métal et la tirent à travers de minuscules orifices qui se réduisent progressivement. Ce processus ressemble à la manière dont on étire une pâte ou une masse pour en faire un fil long et fin. Grâce aux tréfileuses, le cuivre devient ultra fin, d'une épaisseur de quelques millimètres. Lame se transforme en fil fin de quelques dixièmes, voire centièmes de millimètre, presque transparent. Pourtant, malgré cela, il reste incroyablement solide et capable de supporter un courant électrique élevé et des centaines de kilomètres de pause. Le processus de tréfilage se déroule en plusieurs étapes. D'abord, la grosse barre passe à travers un orifice de diamètre moyen, puis à plusieurs reprises, à travers des orifices de formage de plus en plus petits. Cela permet non seulement de réduire le diamètre du fil, mais aussi de rendre sa surface extérieure parfaitement lisse, sans fissures ni irrégularités. Cette finesse de surface est très importante, car elle influence la qualité de la conductivité électrique du fil et sa durée de vie dans le câble. Parallèlement, le métal est chauffé et refroidi de manière spéciale. C'est ce qu'on appelle le recuit. Cela aide à préserver la flexibilité du cuivre, réduit les tensions internes et prévient la fragilité des fils fins. Grâce à cela, les câbles deviennent non seulement fiables, mais aussi suffisamment souples pour être facilement toronnés et posés dans le métro. Le cycle technologique du tréfilage comprend généralement de 8 à 12 passages d'étirage, ce qui assure un ajustement précis du diamètre des brins au micromètre près. Le taux de rendement du matériau utilisable atteint 95% et les déchets sont en grande partie réintégrés dans le cycle de production. D'abord, chaque brin est soigneusement recouvert d'une couche de matériaux isolants, généralement du plastique, des polymères ou des mélanges de caoutchouc spéciaux. Ces revêtements créent une barrière solide qui prévient les claquages électriques, protège les fils de l'humidité, de la poussière et des dommages mécaniques. L'isolation est appliquée de manière uniforme à l'aide de mécanismes semi-automatiques, où le fil passe à travers des buses contenant le matériau en fusion. Cette couche refroidit et durcit rapidement. Le matériau isolant qui recouvre les brins de cuivre est composé de mélanges polymères modernes, capables de supporter une plage de température allant de moins 40 à plus 90 degrés Celsius, et de conserver leur élasticité, même dans des conditions de forte humidité. Les matériaux isolants représentent environ 30% du poids total du câble. Parfois, le matériau d'isolation est complété par des additifs spéciaux pour renforcer sa résistance à la chaleur et aux rayons ultraviolets, car les câbles sont exploités dans des conditions difficiles. Après l'isolation, plusieurs de ces brins sont toronnés en faisceaux, et la couche extérieure d'isolation est rendue encore plus épaisse, en y ajoutant parfois un blindage en aluminium ou en acier. Cela protège le câble sous terre et dans les tunnels contre les dommages mécaniques. Ainsi, l'isolation ne sert pas seulement d'isolant électrique, mais prolonge également la durée de vie des câbles dans le climat rigoureux et les conditions du métro. Le blindage des câbles avec des fils d'acier ou d'aluminium représente encore 15% du poids du produit. Cela ajoute au câble non seulement une résistance mécanique, mais améliore également sa protection contre les interférences électromagnétiques, ce qui est particulièrement important dans les stations de métro, avec une grande quantité d'équipements techniques. Imagine ça, chaque année, on produit dans le monde plus de 20 millions de tonnes de fils de cuivre. C'est plus que le poids de 300 pyramides de Khéops. Mais d'où vient tout ce cuivre ? Comment ?
À partir d'énormes cathodes lourdes, on obtient ce fil fin, souple, qui conduit l'électricité jusque chez toi. Aujourd'hui, on va plonger dans les coulisses de ce processus fascinant. Des mines où l'on extrait le minerai, jusqu'aux fours enflammés, où le cuivre fond pour devenir ce métal brillant. Prépare-toi à une aventure où les températures dépassent le millier de degrés et où une seule barre de cuivre peut peser plus qu'un ours. Prenons une référence. 500 kg, c'est déjà un très gros ours. Et pourtant, les barres de cuivre peuvent peser entre 536 et 3376 kg. Impressionnant, n'est-ce pas? C'est parce que le cuivre est un métal très dense. Tout commence par l'extraction du minerai de cuivre dans les mines ou les carrières. Le minerai est concassé, enrichi et envoyé à une fonderie. Là, on obtient ce qu'on appelle le cuivre brut, qui contient encore des impuretés. Pour obtenir du cuivre pur, on le refond et on le purifie par électrolyse. Le cuivre est dissous dans de l'acide, puis précipité sur des plaques métalliques spéciales, les cathodes. Ces cathodes de cuivre ont une forme rectangulaire, plusieurs centimètres d'épaisseur et pèsent en eau des centaines de kilogrammes. On les empile, on les attache avec des bandes métalliques ou on les emballe sur des palettes en bois. Ensuite, elles sont chargées dans des camions, des wagons de train ou des conteneurs pour le transport maritime. Tout dépend de la distance et de l'emplacement de l'usine. Les grandes fonderies de cuivre sont souvent loin des usines de production de fils, donc le transport peut prendre des jours, voire des semaines. Une fois arrivés à l'usine, les cathodes sont déchargées avec des grues ou des chariots élévateurs, déballées et envoyées pour une nouvelle transformation, fusion et étirage en fil. Ces cathodes, c'est pratiquement du cuivre pur, à 99 entiers et 99 centièmes %. C'est ça qui garantit la qualité du fil à venir. Ces plaques, lourdes et imposantes, sont le point de départ de tout fil de cuivre que tu vois dans les installations électriques, les appareils électroniques ou même les centrales électriques. Sur l'usine de fil, les cathodes sont délicatement déposées dans un immense four de fusion. C'est un véritable monstre, avec des parois épaisses, capables de supporter des températures extrêmes. Dès que les portes du four se ferment, commence la phase la plus brûlante, la fusion du cuivre. À l'intérieur du four, la température grimpe à plus de 1000 degrés Celsius, 10 fois plus qu'un four domestique, qui atteint au maximum 250 degrés. Là, les cathodes chauffent progressivement et le cuivre solide commence à fondre, changeant de forme. D'imposantes plaques lourdes, il devient un liquide brillant, incandescent, comme de la lave en fusion ou du verre doré. Des flots de cuivre liquide circulent dans le four, passant du rouge vif à l'orange, puis au blanc. Un véritable spectacle. À ce stade, il est crucial qu'aucune impureté ne pénètre dans le cuivre. Alors, le processus de fusion est strictement surveillé. Les ingénieurs contrôlent en permanence la température, la pression et la pureté de l'atmosphère dans le four. Si nécessaire, on ajoute des substances spéciales, des flux, pour éliminer les dernières impuretés et les scories. Une fois que le cuivre liquide est parfaitement pur, il est prêt pour l'étape suivante, la coulée. De cette lave de cuivre en fusion naîtront bientôt les barres de cuivre qui deviendront du fil.
Le métal fondu est versé dans des moules pour former des barres épaisses. Chaque barre peut peser plusieurs centaines de kilogrammes et avoir l'épaisseur d'un poignet humain. Et là, la magie opère. Des machines étirent ces barres à travers des trous de différents diamètres, réduisant progressivement leur épaisseur. Imagine ça, une barre épaisse se transforme en un fil fin, de moins d'1 millimètre de diamètre. Pour obtenir un fil standard, le cuivre passe parfois par 20 ou 30 ouvertures différentes. Après cette transformation, le fil doit être refroidi rapidement. Dès que le fil brûlant sort de la machine de tréfilage, il est immédiatement aspergé d'eau froide. Cette opération permet au cuivre de se solidifier rapidement et d'acquérir la résistance et la souplesse souhaitées. L'eau grésille, la vapeur s'élève et le fil devient instantanément froid au toucher. Ensuite, il est enroulé automatiquement sur d'immenses bobines, des tambours de plusieurs mètres de diamètre. Ces bobines ressemblent à d'énormes pelotes de fil, mais en cuivre pur. Une seule bobine peut contenir des kilomètres de fil. Pour te donner une idée, si on déroulait ce fil, on pourrait faire le tour d'un terrain de football plus de 60 fois. Les bobines sont alors prêtes à être expédiées vers les usines qui fabriqueront des câbles, des composants électroniques ou même des instruments de musique. Chaque année, plus de 20 millions de tonnes de fils de cuivre sont produites dans le monde. À partir d'un seul kilogramme de cuivre, on peut fabriquer 40 mètres de fil standard. Et le cuivre est tellement polyvalent qu'on en fait même des cordes pour les instruments de musique. Mais avant d'être utilisé, ce fil doit être isolé pour conduire l'électricité en toute sécurité. Pour cela, on le recouvre d'une gaine de plastique grâce à des machines modernes appelées extrudeuses. Le fil passe dans un tube où des granulés de plastique sont chauffés jusqu'à devenir une pâte visqueuse. Cette matière fondue est ensuite appliquée autour du fil, formant une gaine protectrice. Le résultat? Un fil parfaitement isolé, avec une gaine lisse et uniforme. La couleur de cette gaine peut varier: noir, blanc, jaune, bleu, vert. Tout dépend de l'usage prévu et des normes de sécurité. Le fil isolé passe ensuite par une cuve d'eau froide pour durcir rapidement. Des capteurs vérifient en continu l'épaisseur de l'isolant, détectant la moindre fissure ou imperfection. Les bobines de fil isolé sont alors marquées avec les informations essentielles: fabricant, tension, caractéristiques techniques. Elles sont enfin prêtes pour être expédiées aux entrepôts, aux magasins ou directement aux clients. Et voilà comment le cuivre, extrait des profondeurs de la Terre, devient ce fil brillant et flexible qui alimente tes appareils et tes installations électriques. Léger comme une plume par rapport à l'acier, mais tout aussi résistant. Un métal qui ne craint ni la rouille, ni l'eau salée, et qui peut même vivre dans ton corps, sans provoquer la moindre allergie. C'est le titane. Mais comment, à partir de la roche qu'on appelle minerai, ce métal voit-il le jour? Plongeons ensemble dans son incroyable voyage.
Le titane ne se trouve pas tout simplement à l'état pur, comme l'or ou l'argent. Il est caché dans des roches qu'on appelle le rutile et l'ilménite. Des pierres lourdes, sombres, qu'il faut extraire du sol. Des excavatrices géantes, de véritables titans de la construction, déchirent la terre sur des dizaines de mètres de profondeur. Leurs godets, de la taille d'une petite voiture, s'enfoncent dans le sol avec un rugissement, soulevant des tonnes de pierres, de sable et d'argile. Le ciel se charge de nuages de poussière, les moteurs grondent, le métal grince. Chaque mouvement de ces machines est une danse de puissance, où la précision se mêle à une force impressionnante. Des chaînes gigantesques, des systèmes hydrauliques agissent comme des muscles mécaniques, permettant à ces monstres de dompter même les roches les plus dures. Un véritable spectacle de technologie, où chaque coup de pelle nous rapproche des trésors de la Terre, ce minerai, point de départ d'une grande aventure industrielle. Le minerai extrait peut peser des centaines de tonnes chaque jour. Mais avant tout, il faut le purifier. Enlever les pierres, le sable, le fer, grâce à des séparateurs magnétiques et gravitationnels. Imagine un tamis géant qui ne laisse passer que les particules dont on a besoin. Et c'est là que les choses deviennent passionnantes. Le titane, dans le minerai, c'est comme un gâteau avec du chocolat et de la crème. Mais nous, on ne veut que la crème. Pour ça, on utilise le procédé Kroll, en 2 grandes étapes. On mélange le minerai avec du charbon, on le chauffe à une température extrême, plus de 1000 degrés Celsius, tout en y injectant du gaz chlore. Le chlore réagit avec le titane et l'oxygène présent dans la roche, formant une substance liquide, le tétrachlorure de titane. Cette substance est ensuite purifiée, jusqu'à devenir un gaz transparent et léger. Le processus dure plusieurs jours, avec une surveillance constante de la température et de l'atmosphère pour éviter toute oxydation. Le tétrachlorure purifié est ensuite acheminé dans une grande chambre hermétique. Là, il est mélangé avec du magnésium fondu, à une température dépassant 1500 degrés Celsius. Le magnésium capte le chlore, laissant derrière lui du titane pur sous forme de masse poreuse, qu'on appelle l'éponge de titane. Ce processus prend plusieurs jours et doit se faire à l'abri de l'air, car le titane réagit très vite avec l'oxygène. L'éponge de titane est ensuite refroidie, broyée, puis compressée en gros blocs. Ces blocs ressemblent à de grands cylindres, environ 8 cm de diamètre pour 35 cm de long, parfait pour le transport et les futures transformations. Une fois ces lingots de titane obtenus par fusion et moulage, on passe à l'étape suivante, la mise en forme. C'est là que le titane prend vie, sous forme de pièces pour l'aviation, la médecine, la mécanique et bien d'autres secteurs. On commence par chauffer les lingots à des températures élevées, autour de 950 degrés Celsius. Cette chaleur rend le métal plus malléable, plus facile à travailler, sans risque de fissure. Mais même chauffé, le titane reste incroyablement solide. Donc il faut des machines spéciales, des presses puissantes, capables de générer des forces énormes. L'une des méthodes les plus courantes pour transformer le titane, c'est le laminage. Les lingots passent entre des rouleaux qui les aplatissent progressivement, donnant des feuilles minces et régulières. Ces feuilles de titane sont ensuite utilisées pour fabriquer des carlingues d'avion, des implants médicaux, des pièces de moteur et bien plus encore. En plus du laminage, on utilise aussi le forgage. Le titane est alors soumis à des pressions énormes pour prendre la forme voulue.
Grâce au forgeage, la structure du métal devient plus dense, augmentant sa résistance et sa capacité à absorber les chocs. Idéal pour des pièces qui doivent fonctionner dans des conditions extrêmes, comme les moteurs d'avion. Le titane peut aussi être plié, découpé et percé. Mais en raison de sa dureté, ces opérations nécessitent des outils spéciaux, souvent en diamant ou en carbure. La découpe se fait avec des disques diamantés ou des outils en carbure qui restent tranchants et résistants au titane. Le perçage, lui, doit se faire avec un refroidissement constant pour éviter toute surchauffe. Le titane a aussi la particularité de réagir avec l'air à haute température, formant une couche d'oxyde solide. C'est pourquoi toutes les opérations de chauffage et de mise en forme se font sous atmosphère contrôlée, sous vide ou avec des gaz inertes. Les avions et les vaisseaux spatiaux contiennent jusqu'à 30% de titane, parce qu'il est léger et supporte de grandes contraintes. Les implants en titane ne sont pas rejetés par le corps, ce qui les rend parfaits pour les prothèses, les implants dentaires et même les stimulateurs cardiaques. Les voitures de sport utilisent du titane pour être plus légères et plus rapides. Les turbines, les équipements chimiques, les navires, tout ça utilise du titane pour sa résistance à la corrosion. Et ce n'est pas tout. Le titane peut être fondu et réutilisé sans perdre ses propriétés. Sa légèreté aide à économiser du carburant dans les avions et les voitures, réduisant ainsi les émissions de gaz polluants. Les ingénieurs continuent d'inventer des méthodes plus économiques et écologiques pour produire ce métal incroyable. Mais la vraie révolution, c'est l'impression 3D avec du titane. L'avenir est déjà là. Au lieu de découper ou de forger le métal, on le fait pousser couche par couche, comme un puzzle en 3D. Avec cette technologie, on peut créer des formes complexes, des structures internes, légères mais solides, impossibles à obtenir par des méthodes traditionnelles. En impression 3D, chaque couche de poudre de titane est fondue au laser ou par un faisceau d'électrons. C'est pas juste une technologie, c'est l'avenir. Un avenir qui nous permet de fabriquer des pièces plus légères, plus résistantes et parfaitement adaptées aux exigences de l'aéronautique, de la médecine et même de l'exploration spatiale. Ils sont minuscules. Mais sans eux, aucune voiture ne pourrait rouler. Les roulements automobiles, figure-toi qu'ils encaissent jusqu'à 10 000 tours par minute, supportent un poids allant jusqu'à 300 kg. Et pourtant, ils restent les héros invisibles de ta voiture. Chaque année, on fabrique plus de 600 millions de roulements dans le monde, et certains sont même devenus intelligents, avec des capteurs intégrés qui te disent eux-mêmes quand ils sont usés. Comment, à partir d'acier chauffé à blanc, naît une pièce dont la précision se compte au millième de millimètre près? Dans cette vidéo, tu vas tout voir. De la fusion brûlante au roulement du futur. Accroche-toi. Les roulements. Ils bossent dans des conditions super difficiles. Ils doivent supporter une pression énorme, le poids de la voiture, des rotations ultra rapides et même une météo pourrie. Donc, tu t'en doutes, fabriquer cette pièce, ça demande une précision de fou et les meilleurs matériaux possibles. La qualité du processus de fabrication, ça ne détermine pas seulement la qualité de la pièce elle-même, mais aussi la sécurité de la voiture
et le confort du conducteur. C'est pas rien. Tout commence avec des fours industriels gigantesques, chauffés à des températures qu'on a du mal à imaginer, plusieurs milliers de degrés Celsius. Des blocs de métal brut, généralement de l'acier, sont enfournés là-dedans. Ils commencent alors à fondre doucement, se transformant en un métal liquide brûlant, brillant. On dirait presque de l'or liquide. Ce processus, c'est la fusion. Et son but principal, c'est de virer toutes les impuretés du métal pour le rendre le plus pur et le plus résistant possible. Pendant la fusion, on ajoute des éléments chimiques spéciaux, comme du chrome ou du nickel, qui améliorent les propriétés de l'acier, sa dureté, sa résistance à l'usure et sa capacité à encaisser de fortes pressions. Tout le processus est contrôlé par des spécialistes hyper expérimentés, parce que le moindre petit écart de température ou de composition, ça peut flinguer la qualité du produit fini. Le métal fondu est mélangé super soigneusement pour obtenir une structure bien homogène. Et ensuite, on le coule dans des moules spéciaux pour qu'ils refroidissent. Ces moules permettent au métal de se solidifier sous forme de gros blocs qui serviront de base pour la prochaine étape de fabrication des roulements. Une fois que le métal a refroidi et s'est solidifié en gros blocs, on les découpe en morceaux plus petits, plus pratiques pour la suite. Ces morceaux, on les appelle des ébauches ou des lopins. On les envoie ensuite vers des machines spéciales qui vont, petit à petit, donner au métal la forme voulue. Par exemple, pour les roulements à billes, on crée de petites ébauches rondes. Et pour les roulements à rouleaux, des ébauches cylindriques. Le processus d'usinage est d'une précision incroyable. Chaque pièce est travaillée avec une marge d'erreur qui ne dépasse pas 1/1000 de millimètre. C'est hyper important parce que la moindre imprécision, même minuscule, peut affecter le fonctionnement du roulement. Après la mise en forme, c'est l'étape de la rectification. Les ébauches passent dans des rectifieuses qui rendent leur surface parfaitement lisse et régulière. Ce qui est crucial, c'est que chaque bille ou chaque rouleau soit impeccablement rond. Ça garantit que la charge est répartie uniformément. À ce stade, les billets sont rectifiés plusieurs fois, puis polis jusqu'à briller comme un miroir. Le traitement final rend la surface tellement lisse que même au microscope, c'est difficile de trouver le moindre défaut. Pour que les roulements soient super costauds et capables de supporter des charges élevées, on leur fait subir un traitement thermique. On chauffe les pièces dans des fours spéciaux jusqu'à environ 850 degrés Celsius. Puis, on les refroidit très vite dans de l'huile ou de l'eau. Ce processus, ça s'appelle la trempe. Juste après, on les réchauffe une nouvelle fois, mais à une température plus basse, autour de 150 ou 200 degrés. Cette étape, qu'on appelle le revenu, ça permet de réduire les tensions internes dans le métal et de le rendre plus durable, plus résistant dans le temps. Les billes, ou les rouleaux finis, sont ensuite placés dans une enveloppe spéciale. C'est ce qu'on appelle la cage. Pour les roulements à billes, il faut exactement 6 ou 8 billes, positionnées de manière égale autour de la bague intérieure. La cage est fabriquée dans un métal spécial qui protège les billes contre les chocs et les dommages. Pour réduire la friction et éviter l'usure entre les surfaces, on ajoute un lubrifiant. Ça peut être une huile spéciale ou une graisse épaisse. Après ça, le roulement est scellé avec des joints d'étanchéité pour que le lubrifiant ne s'échappe pas et que la saleté ne puisse pas rentrer. Avant d'envoyer le roulement au client, on le vérifie sous toutes les coutures. On teste sa résistance à l'usure, sa solidité et la précision de son fonctionnement. Par exemple, chaque roulement doit pouvoir supporter une charge de plus de 300 kg et tourner impeccablement à des vitesses allant jusqu'à 10 000 tours par minute. C'est du sérieux.
La dernière étape, c'est l'emballage des roulements dans des boîtes spéciales. Certains partent directement dans les usines, où on assemble les voitures, tandis que d'autres sont vendus dans les magasins de pièces auto. Actuellement, le marché mondial des roulements est estimé à environ 120 milliards de dollars américains. Les principales régions consommatrices sont l'Asie, l'Europe et l'Amérique du Nord. Les leaders dans la production de roulements sont la Suède, l'Allemagne, les États-Unis et le Japon. Aux États-Unis seulement, on produit plus de 600 millions de roulements chaque année, ce qui couvre les besoins de l'industrie automobile, aéronautique et d'autres secteurs industriels. Les technologies modernes transforment même les plus petites pièces de nos voitures, et les roulements ne font pas exception. Aujourd'hui, ils sont équipés de capteurs spéciaux qui permettent de surveiller leur fonctionnement en temps réel. Ces capteurs collectent des informations sur la température, les vibrations, la vitesse de rotation et même le degré d'usure. Grâce à ces données, on peut détecter rapidement le moindre problème avec le roulement et donc prévenir d'éventuelles pannes ou accidents. Pratique, non? Ces capteurs fonctionnent grâce à de l'électronique intégrée qui transmet les données à l'ordinateur central de la voiture ou même dans le cloud. Ça veut dire que le fabricant ou le conducteur peut recevoir des notifications sur l'état du roulement directement sur son smartphone ou sur l'écran de la voiture. Par exemple, si un roulement commence à surchauffer à cause d'une charge trop importante, le système le détecte et alerte le conducteur. En plus, ces innovations aident à optimiser l'utilisation des lubrifiants, ce qui prolonge la durée de vie des roulements. Dans l'industrie et l'aviation, les roulements équipés de capteurs deviennent indispensables pour assurer le fonctionnement sans interruption des équipements. Leur utilisation permet non seulement d'économiser sur la maintenance, mais contribue aussi à améliorer la sécurité et l'éco-responsabilité des machines. Les roulements intelligents, c'est clairement un grand pas en avant dans le monde de la technologie et du confort. Même si on trouve les roulements intelligents, surtout dans l'automobile, ils sont aussi utilisés dans l'aviation, l'agriculture et même dans les éoliennes. Bref, partout où surveiller l'état des pièces est absolument critique. Grâce à cette surveillance précise et à l'optimisation du fonctionnement, les roulements intelligents aident à réduire la consommation d'énergie et de lubrifiants, ce qui est une bonne nouvelle pour l'environnement. Et qui sait, peut-être que bientôt, la technologie sera tellement avancée que le roulement nous criera lui-même. « Eh oh, tu vas où comme ça, abruti? Tu vois pas que je suis complètement mort? C'est l'heure d'aller au garage, pas de partir en vacances. » « 30 000 tonnes d'acier. 100 mètres de long, et une seule chance de souder le tout à la perfection. Au cœur des chantiers navals géants, entre les éclairs de soudure à l'arc et le grondement des grues, naissent les géants des mers, ces navires qui traverseront les océans. Ici, chaque soudure n'est pas qu'un point de métal, c'est une promesse de sécurité pour des milliers de passagers à bord. Comment les robots et les humains unissent-ils des centaines de blocs pour former une coque insubmersible? Comment l'un des plus grands exploits d'ingénierie prend-il vie sous nos yeux? Regarde bien, tu vas voir battre le cœur en fusion d'un titan des océans. La soudure de la coque est une étape cruciale. Elle garantit la solidité, la durabilité et la sécurité du navire. Les méthodes traditionnelles de soudure sont peu à peu remplacées par des technologies modernes qui accélèrent le processus et offrent des soudures d'une qualité exceptionnelle. Le lieu où tout cela se passe?
Un immense chantier naval, parfois grand comme une ville. Ce n'est pas juste un atelier, mais un site d'ingénierie XXL. Le chantier couvre des dizaines d'hectares, avec des cales sèches, où l'on assemble les navires, et des ateliers spécialisés dans le traitement des métaux. Dans les cales sèches, les coques reposent sur d'énormes supports, ce qui permet aux ouvriers de travailler sur chaque section avec facilité. Des grues géantes déplacent les blocs de plusieurs dizaines de tonnes pour les amener à l'emplacement de soudure. Autour, c'est un concert de machines, d'étincelles, de bruits métalliques, une vraie chorégraphie industrielle. Les héros ici, ce sont les soudeurs. Des pros hyper qualifiés, capables de travailler tout type de métaux, souvent dans des conditions difficiles, endroits exigus, faible éclairage. Ils utilisent des techniques modernes, comme la soudure TIG ou MIG. Qu'ils soient dehors ou en intérieur, leur boulot, c'est de transformer des plaques d'acier en coques solides comme des bunkers. Le spectacle est impressionnant. Des arcs électriques éclairent l'espace, des étincelles jaillissent, les machines bourdonnent. Casqués, protégés, les ouvriers se déplacent entre les structures métalliques géantes. Les grues soulèvent des blocs énormes, pendant que les robots assurent des soudures en continu. Ces systèmes robotisés garantissent une précision extrême grâce à un suivi automatique des soudures et des corrections en temps réel. Ils effectuent des mouvements programmés, pour une soudure régulière, sans défaut. Dans les grands chantiers navals français, cette technologie permet de réduire le temps de soudure de la coque de 40%. La soudure laser utilise une densité d'énergie très élevée pour créer des soudures profondes, avec un impact thermique minimal. Elle peut atteindre 300 mm de profondeur en un seul passage, tout en réduisant la consommation d'énergie de 60%. Autre technique, la soudure par friction malaxage. Elle permet de joindre les métaux sans les faire fondre, grâce à la chaleur générée par le frottement. Idéal pour assembler de longues plaques d'aluminium, fréquentes dans les constructions navales. La construction d'un paquebot géant peut durer jusqu'à 3 ans. Tout commence par une conception détaillée, avec les spécifications techniques et l'aménagement intérieur. Puis vient la découpe de l'acier, via des machines à commande numérique qui assurent une découpe rapide et ultra précise. Les grandes plaques obtenues serviront ensuite à la fabrication de la coque. Ces machines peuvent traiter d'immenses surfaces métalliques à haute vitesse. Un vrai gain de temps et d'efficacité. Une fois les panneaux prêts, on les assemble à l'aide des techniques de soudure les plus avancées. Des robots suivent des programmes spécifiques pour exécuter des mouvements précis et produire des soudures parfaites. Grâce à cette robotisation, la production va plus vite, le risque d'erreur humaine diminue et la qualité est constante. Sur le chantier, on voit des grues géantes soulever des blocs de plusieurs tonnes, les placer à la bonne position. Les ouvriers se déplacent entre les structures d'acier au rythme des machines, des marteaux et des arcs électriques. On se croirait dans un film de science-fiction. Un navire se compose de centaines de blocs, assemblés un par un sur Terre. Un paquebot, par exemple, peut nécessiter plus de 40 blocs, montés à l'aide de grues monumentales, puis soudés ensemble. Une fois la coque terminée, on remplit la cale sèche d'eau. C'est le premier flottement du navire. Ensuite, on passe à l'aménagement intérieur. Cabine, restaurant, théâtre, zone de détente. Avant ce grand moment, une série de contrôles.
vérification de l'étanchéité de la coque, test des trappes, des ponts, ajustements finaux. L'eau entre dans la cale par des écluses spéciales, sous contrôle strict. On surveille le niveau pour éviter toute déformation du navire. Une fois que le navire flotte, on vérifie sa flottabilité et l'absence de fuite ou défaut. On teste aussi les moteurs, les arbres d'hélice, les systèmes mécaniques. Sans oublier réseaux électriques, éclairage, électronique embarquée, GPS, radar, instruments de navigation, tout y passe. Le navire part ensuite en essai en mer. Vitesse, maniabilité, stabilité. Les tests sont effectués dans différentes conditions pour valider la sécurité et l'efficacité. Un défaut dans la conception peut tout changer. Un centre de gravité mal calculé peut entraîner un basculement. Un manque de stabilité peut compromettre la navigation. Si la coque n'est pas parfaitement étanche, l'eau s'infiltrera, provoquant des pertes de flottabilité, voire un naufrage. Heureusement, les tests de mise à l'eau permettent d'identifier ces défauts dès le remplissage de la cale sèche. Le navire doit être parfaitement équilibré pour rester stable. Un mauvais répartition du poids, et hop, problème de flottabilité. Les systèmes de stabilisation, comme les quilles anti-roulis, doivent fonctionner parfaitement. Sinon, le navire tangue et les essais sont invalidés. La franc-bord minimale, c'est-à-dire la distance entre le pont et la surface de l'eau, doit faire au moins 6% de la longueur totale du navire pour garantir une bonne réserve de flottabilité en cas de vagues ou de conditions extrêmes. C'est ici que naissent les géants d'acier. Chaque année, plus de 300 millions de vannes industrielles sont fabriquées dans le monde. Et tout commence par le feu, le fracas, et des températures allant jusqu'à 3000 degrés Fahrenheit. Des fours titanesques, du métal en fusion, et une précision fulgurante au dixième de millimètre près. Tu vas voir comment une simple roche devient une pièce capable de stopper le flux de pétrole, de gaz ou de produits chimiques sous une pression qui peut faire exploser une canalisation. C'est une histoire de puissance, d'ingénierie et du cœur brûlant de la métallurgie. Dans les profondeurs de la Terre, à plusieurs centaines de mètres, d'énormes excavatrices arrachent la roche brute. Des tonnes de minerais sont extraites. C'est la base des futures vannes industrielles. Les carrières s'étendent sur des kilomètres. Des foreuses perçant le sol, pendant que des camions aussi hauts qu'un immeuble à 2 étages transportent les matériaux vers des concasseurs. Là, des mâchoires d'acier écrasent la pierre pour la préparer à sa transformation. Le minerai broyé part ensuite vers les aciéries. Dans les hauts fourneaux, où il fait 1600 degrés Celsius, le fer est séparé des impuretés et se transforme en coulées brûlantes de métal fondu. Regarde-moi ça! D'immenses poches remplies d'acier liquide se penchent lentement pour verser leur contenu dans des moules. Des flammes, des étincelles, un vacarme assourdissant. Tout ça fait partie du processus qui donne naissance à un matériau capable de résister aux pires conditions. Une fois refroidi, le métal est découpé en plaques, en barres, en blocs. Chacune de ces pièces peut devenir une partie d'une vanne. Des trains et des camions les transportent vers d'autres usines. Là où commence la phase suivante. Transformer ce métal brut en mécanisme de précision. Tout débute par la conception.
Les ingénieurs établissent un plan ultra détaillé, en prenant en compte la température, la pression, le type de liquide ou de gaz que la vanne devra gérer, et sa durée de vie. Si nécessaire, les prototypes sont testés sur des bancs spécialisés qui simulent les conditions réelles d'utilisation. Et ce processus peut durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois, selon la complexité de la vanne. Statistiquement, plus de 60% du temps de développement est consacré aux tests de prototypes. C'est particulièrement vrai pour les vannes destinées à l'industrie pétrolière ou gazière, où la moindre erreur est critique. Une fois le modèle validé, les matériaux et les techniques de fabrication sont choisis en fonction de leur résistance à la pression et à la corrosion. Le métal arrive à l'usine. Le design est prêt. Il est temps de passer à la fonte. On verse le métal fondu dans des moules spécifiques pour obtenir la forme désirée. On utilise différents métaux, mais les plus courants sont la fonte, l'acier et le bronze. Chacun a ses propriétés, qui le rendent adapté à certaines conditions. D'abord, on chauffe le métal à des températures extrêmes. Par exemple, la fonte, l'acier ou le bronze fondent à plus de 1500 degrés Celsius. À cette température, le métal devient liquide et peut être coulé dans des moules spécialement conçus. Ces moules ont exactement la forme de la pièce à fabriquer, circulaire, plate, creuse, tout est possible. Ils sont fabriqués dans des matériaux ultra résistants, comme le sable ou le métal, pour supporter cette chaleur intense. Le moulage dans le sable est courant. On obtient des pièces faciles à usiner ensuite. Dans une grande usine de vannes industrielles, la fonderie est un vrai spectacle. Regarde ces blocs métalliques géants que la grue soulève dans les airs. Ils pèsent des centaines de kilos et brillent d'un éclat froid. La grue les amène doucement vers le four de fusion, chaque mouvement calculé au millimètre près. Quand les blocs tombent dans le cœur brûlant du four, un bruit sourd résonne. Puis, le métal commence à fondre. Il bouillonne, tourbillonne, comme de la lave en furie. La chaleur est telle qu'on la sent de loin, et la lumière orange te donne l'impression d'être devant les portes de l'enfer. Quand la consistance est parfaite, les opérateurs lancent la coulée. Un bras géant incline lentement le creuset. Une vague épaisse de métal en fusion déborde et remplit les moules en quelques secondes. Autour, de la vapeur s'élève. Même les moules réfractaires semblent au bord de fondre. Pour fabriquer des vannes fiables, on utilise des méthodes combinées de refroidissement. D'abord, on laisse les pièces reposer dans le moule. Puis, on les plonge dans des bains d'eau, d'huile, ou on les refroidit à l'air comprimé. Parfois, les pièces passent dans des fours à refroidissement progressif. C'est essentiel pour éviter les fissures et garantir une solidité maximale. Chaque pièce est ensuite nettoyée par sablage ou grenaillage, des jets puissants de sable ou de billes métalliques qui retirent les résidus de moule et la calamine. Pendant la fusion, la chaleur crée une couche d'oxyde sur la surface qu'il faut absolument enlever. Ensuite, on coupe les excès de métal, les canaux de coulée nécessaires au remplissage uniforme du moule.
Parfois, ils représentent jusqu'à 20% du poids total. Place à l'usinage. Les pièces sont fixées sur des machines à commande numérique. Des outils coupants retirent l'excès de matière pour créer des surfaces lisses, des canaux précis. Certains ateliers traitent près de 100 pièces par équipe. On fraise des emplacements pour les joints d'étanchéité, essentiels pour éviter les fuites de liquide ou de gaz. On perce les trous pour fixer les vannes aux tuyaux. Pour ça, on utilise des forêts ultra résistants, car la fonte et l'acier sont durs comme de la pierre. Le diamètre intérieur des vannes peut aller de 10 mm à plus d'1 mètre, et la marge d'erreur ne doit pas dépasser un dixième de millimètre. C'est de la haute précision. Après l'usinage, on passe au polissage. Des disques ou bandes abrasives rendent les surfaces parfaitement lisses. Les parties internes des vannes sont particulièrement importantes. Leur qualité détermine la longévité de la pièce. Quand les vannes sont destinées à l'industrie chimique ou alimentaire, on les polit jusqu'à brillance miroir, car là, l'hygiène est cruciale. Enfin, toutes les pièces passent par un contrôle qualité strict.